L'argent est dedans, Monsieur le Président. Les deux hommes retournent les 4 djembés et Villepin de couper le cordage, de retourner le djembé et l'argent dévale. On a vu un flot de billets de $5. 5. Et Chirac de dire, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces billets de $5, moi? Il faut les changer. J'ai murmuré à l'oreille des présidents africains. Oui, La France n'a plus aucun intérêt en Afrique. si, elle a des intérêts. La France devrait garder une influence en Afrique. J'aimerais qu'elle garde cette influence. Je suis coupable de la France-Afrique. En partie. Bonjour, je m'appelle Robert Bourgi, j'ai 79 ans, je vais sur mes 80 ans. J'ai trouvé qu'il était temps de raconter ma vie. Depuis les origines de l'arrivée de mon père en Afrique, raconter 4 décennies de pouvoir au sein du pouvoir politique français et africain. Et j'ai été acteur et témoin de toutes les relations franco-africaines depuis 1981 jusqu'en 2012, date à laquelle le président Sarkozy a quitté l'Élysée. Je suis heureux de dire qu'il y a eu un télégramme du département d'État américain qui disait qu'il y avait un homme à surveiller pour les États-Unis en Afrique, c'était Robert Bourgi. This guy is very dangerous. Les relations post-coloniales ont fait du mal aux pays africains. Absolument. Les transferts d'argent entre des dirigeants français et africains ont toujours été transparents. Ils ont toujours été transparents, mais avec moi à la manœuvre, elles ont disparu depuis 2007. La France soutient encore certains dirigeants africains en échange de ressources. Oui. C'est mal ? Non ? Je suis plus attaché à la France qu'au continent africain. Non, je suis pareillement attaché au continent africain et à la France, comme je suis attaché au Proche et au Moyen-Orient, pays d'origine de mes parents. Il n'y a personne en France pour me succéder. Je n'en vois pas l'ombre même. L'Afrique est plus indépendante que jamais. Elle n'est pas encore indépendante. Elle l'est de plus en plus, mais elle n'est pas encore complètement indépendante. Et ça viendra. Elle est dépendante de qui, aujourd'hui ? Des grandes puissances occidentales, mais indépendantes de la France. Pour bien comprendre, on parle beaucoup de France-Afrique. Ça a commencé quand, la France-Afrique ? Est-ce que c'est Jacques Foccart, c'est vous ? Non. Comment ça a commencé et jusqu'à quand ça existait et qu'est-ce que c'est exactement ? Est-ce que vous pouvez Ça a expliquer ? commencé en 1960 avec les indépendances des colonies africaines, sous l'égide du général de Gaulle, fortement influencé par Jacques Foccart. Et ce sont des relations qui ont été mises en place dans toutes les ex-colonies africaines, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Mais c'était des relations que j'ai qualifiées un peu plus tard d'incestueuses, parce qu'elles étaient bizarroïdes, vous voyez. Quel était le but de ces relations ? Pourquoi C'est de maintenir ces États indépendants, devenus indépendants, sous le tutorat français. Donc on parle du Sénégal, Sénégal, Bénin. toutes les républiques d'Afrique de l'Ouest, Mali, Mauritanie, Côte d'Ivoire, Niger, Haute-Volta à l'époque, devenu Burkina Faso après. Donc l'idée c'était de dire vous êtes indépendant, mais en réalité on a un contrôle sur les dirigeants. Non seulement sur les dirigeants, mais sur les matières premières. La France était partout chez elle, alors qu'elle venait d'accorder l'indépendance aux États africains. Donc, aux yeux de l'ONU, la France avait fait son travail en rendant les pays indépendants, Exactement. alors qu'en réalité, elle continuait d'influencer. Et c'est grâce à ces colonies, ces ex-colonies françaises en Afrique, une quinzaine, que la France a pesé lourd à l'ONU. Parce qu'à chaque fois que la France souhaitait faire voter une résolution, vous aviez tous les États africains qui votaient avec elle. En fait, il y avait la voix de la France et la voix de ces ex-colonies. Deuxièmement, les chefs d'État africains avaient signé des accords de défense avec la France. La France avait des bases un peu partout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Dakar, Abidjan, Libreville et autres. Et grâce à ces accords de défense, les chefs d'État africains qui étaient souvent très loin de la démocratie la plus élémentaire, étaient assurés de rester au pouvoir. Ils avaient signé les accords de défense. Donc la France disait aux chefs d'État, faites ce que vous voulez dans vos pays, nous assurerons votre pérennité grâce aux accords de défense. Donc la France a encouragé des régimes autocratiques, peut-être même dictatoriaux. Elle les a pas encouragés, elle les a conservés. Elle leur a permis de durer.
Et elle a permis à ce que des chefs d'État africains restent 4 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 et 40 ans au pouvoir. Et aujourd'hui, vous avez au Congo-Brazzaville, au Togo, et partout ailleurs en Afrique, des présidents qui sont là depuis des décennies. C'est impensable. Et c'est inacceptable aujourd'hui. Et vous, votre sentiment quand vous commencez à travailler sur ce sujet, à cette époque-là, vous êtes un jeune étudiant, vous avez conscience de ça? Comment vous le percevez? Non, je vais être franc avec vous. Bien sûr. Il y a 50 ans, ne se posait pas ce problème, comme il se pose aujourd'hui. Vous êtes branché sur tout ce qui se passe dans le monde. Vous voyez, les portables, les ordinateurs et tout, les réseaux sociaux et tout. À l'époque, on n'avait rien. Le portable n'existait pas. Donc, je n'en ai été conscient, franchement, que au début des années 90, au moment du discours de La Baule du président Mitterrand en 1989. Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là, le discours? Il avait dit qu'il fallait les conférences nationales dans les ex-colonies françaises et qu'il fallait aller vers plus de démocratie. Impossible de proposer un système tout fait. La France n'a pas à dicter je ne sais quelle loi constitutionnelle qui s'imposerait de facto à l'ensemble de peuples qui ont leur propre conscience et leur propre histoire et qui, s'ils veulent bien retenir le principe édicté, la démocratie est un principe universel, doivent savoir comment s'y diriger. À la démocratie, il faut un État. À la démocratie, il faut le développement. Et il faut l'apprentissage des libertés. La France, bien entendu, liera dans sa démarche tout l'effort de contribution à tous les efforts qui seront accomplis pour aller vers plus de liberté. Donc il met à jour le système de la France-Afrique. Il l'a dit, mais ça n'a pas été suivi dans les faits, voyez. Mais il y a des consciences qui se sont ouvertes à ce moment-là. Oui, les nouvelles élites africaines, que j'applaudis d'ailleurs, que j'approuve dans leur discours, dans leur comportement, dans leur attitude, les nouvelles élites africaines sont formées comme ne l'étaient pas leurs aînés. Les élites actuelles, les élites politiques africaines, les élites intellectuelles africaines, les élites économiques africaines, les élites scientifiques africaines sont autrement plus perfectionnistes que celles qui existaient auparavant. Et vous parlez du discours de La Baule de François Mitterrand, mais c'est sous le mandat de François Mitterrand que Thomas Sankara a été assassiné aussi. Est-ce que vous imaginez que, par exemple, un Thomas Sankara a été assassiné par les pouvoirs français, justement dans ce contexte de France-Afrique? Disons que Thomas Sankara, je le dis, était devenu un ami. Nous étions très liés. En 2 ou 3 ans, nous avons forgé une amitié qui ressemblait à celle qu'on entretient, qu'on construit en 30 ans. Et je l'avais mis en garde. Foccart m'avait fait venir chez lui, rue de Prony à Paris, et il m'avait dit, Robert, avertissez votre ami Thomas d'être très prudent, parce que il va y avoir un coup venu du plus proche d'entre ces hommes, du plus proche. Il ne m'a pas parlé de Compaoré, mais j'ai su par la suite, par un des collaborateurs de Sankara, qui fut mon étudiant à la faculté de droit d'Abidjan, Ablassé Compaoré, qui n'est plus de ce monde, un garçon brillantissime, et il m'avait dit j'ai peur pour le patron. En parlant de Thomas Sankara, il était le conseiller personnel de Thomas Sankara. Il me dit j'ai peur pour le patron parce que j'ai le sentiment que Compaoré, appuyé par le président Houphouët-Boigny, pourrait un jour ou l'autre poser des ennuis à Thomas. Pour resituer, le président Houphouët-Boigny, c'était le président de la Côte d'Ivoire. D'accord. Donc qui était le doyen des chefs d'État africains. D'accord. Avant Omar Bongo Ondimba. Qui faisait autorité auprès de tous les présidents africains. De tous les chefs d'État, c'était le doyen. Et le coup est venu. C'est Houphouët-Boigny qui a favorisé l'attentat contre Thomas Sankara. Ça vient pas de l'État français. Ça vient pas de la France. J'ai été interrogé. Vous me plaisez parce que vous êtes curieux. Mais c'est pas une curiosité morbide,
C'est une curiosité curieuse. En qui tant porte que, en son tant que nom. citoyen, c'est intéressant Et de absolument. savoir. J'ai été interrogé par la gendarmerie française à propos de l'assassinat de Thomas Sankara. J'ai dit ce que je suis en train de vous dire. Et franchement, je ne sais pas s'il y a une part française dans cet assassinat. Je l'ignore. Par contre, je sais que M. Focard lui-même, le monsieur Afrique, du général et de M. Chirac, à l'époque Premier ministre, il était Premier ministre, Chirac, à l'époque, m'avait dit, il va y avoir un coup contre Sankara. Est-ce qu'il y a eu une main secrète française? Cela n'aurait pas été possible aussi sans une ingérence française. Mais je ne vous le dis pas de manière certaine. Mais ça ne peut pas se faire sans que la France n'y soit mêlée de près ou de loin. Voyez. Mais l'acteur premier, c'est Houphouët-Boigny. Non, parce que je posais cette question, ce que je voulais dire à l'instant, c'est s'il y a quelqu'un qui devait bien être au courant de ça, si jamais l'État français était responsable, c'est Jacques Foccart ou vous qui étiez vraiment présent sur les questions africaines. Écoutez, moi je n'étais pas au courant. Celui qui m'a mis au courant, c'est Jacques Foccart. Et si Jacques Foccart me l'a dit, c'est qu'il savait qu'il y avait quelque chose qui se préparait au niveau français. Il le savait automatiquement, il le savait. Et d'ailleurs, une fois que Thomas Sankara a été éliminé, celui qui porte le poids le plus lourd de la responsabilité, c'est-à-dire le président qui est venu après, Blaise Compaoré, il a été adoubé par toute la classe politique française. Adoubé. Et j'ai mis en garde Sankara. Lors d'un entretien téléphonique entre lui et moi, j'étais à Dakar et lui était à Ouaga. Vous lui avez dit, après que Je Jacques lui ai Foccart dit, le vieux, je lui ai dit ceci. Je lui ai dit, Thomas, le vieux m'a chargé d'un message dans ta direction. Il m'a dit, qui, grand frère? Je lui ai dit, voilà. Il m'a dit que tu sois très prudent. Un coup pourrait venir du plus proche de ton entourage. Il m'a dit, mais tu en es sûr? Je lui ai dit, tu sais, quand le vieux dit quelque chose, le vieux étant Jacques Foccart, Ouais. c'est que quelque chose est là, qui te menace. Il m'a dit, bon, je vais y veiller. 2 jours après, il était parti. Enfin, il était parti. Il avait été éliminé, lâchement. Et ça a été une perte, non seulement Vous pour en eux. êtes voulu vous Pardon? Non, mais je veux dire, est-ce que vous vous dites, j'aurais peut-être pu faire plus, j'aurais peut-être plus lui dire de Qu'est-ce se que j'aurais préparer? pu faire? Je suis chargé d'un message, je le lui transmets. Je n'ai rien pu faire, moi. Si j'avais pu éviter cela, je l'aurais fait. Mais ça a été une perte non seulement pour le Burkina Faso, mais véritablement pour l'Afrique. Thomas Sankara était un homme de la dimension de Patrice Lumumba, de la dimension de Kwame Nkrumah à ses débuts, de la dimension de Sékou Touré à ses débuts. C'est un homme exceptionnel. Moi, je me souviens des soirées que j'ai passées avec lui. Jeune, mais c'est un nationaliste. Pas simplement burkinabé, mais un nationaliste africain. Il avait la fierté africaine, l'identité africaine, bien ancrée en lui. Dommage. La France-Afrique, c'est aussi le franc CFA qui est resté en vigueur après l'indépendance de l'Afrique. Absolument. Est-ce que vous pouvez expliquer aussi à notre audience ce que c'est aujourd'hui le franc CFA et est-ce qu'aujourd'hui c'est une bonne idée que ce soit encore en circulation? Est-ce qu'il faut arrêter le franc CFA? Je ne suis ni un économiste ni un financier. Alors le franc CFA, c'est une monnaie commune à plusieurs pays africains qui relient leur monnaie à la monnaie française, qui est le franc au départ et maintenant l'euro. Ce qui est un vrai problème dans les politiques monétaires à mener, parce que les intérêts en termes de politique monétaire de la France ne sont pas les mêmes que ceux des pays africains. Et donc aujourd'hui, il n'est pas normal de ne pas avoir l'outil monétaire pour mener des politiques économiques. Vous savez, il y a beaucoup de pays, par exemple, surtout des pays exportateurs, qui vont dévaluer parfois leur monnaie pour rendre les biens moins chers. Aujourd'hui, les pays africains qui ont le CFA ne peuvent pas faire ça. Donc en réalité, ils ont leur politique monétaire qui est contrainte, puisqu'elle est reliée à la politique monétaire finalement de la France. Et vous avez également leur politique budgétaire qui est très contrainte parce qu'elle est contrainte souvent par des accords qu'ils ont avec le FMI et ils ont des marges budgétaires très faibles. Donc dans ces conditions-là, pour pouvoir se développer,
Je ne sais pas comment ils peuvent faire. C'est-à-dire que même moi, si tu me donnais, je sais très bien ce qu'il faudrait faire, même si tu me donnais les commandes d'un pays africain, sans avoir de politique monétaire, en ayant une politique budgétaire contrainte et en ayant aussi de très faible accès aux moyens financiers, je dis bonne chance dans ces conditions-là. Donc le CFA, le franc CFA, en réalité aujourd'hui, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Soit les pays sont indépendants et dans ce cas-là ils ont leur monnaie et ils ont une souveraineté monétaire, mais ils peuvent pas avoir une monnaie comme ça qui est reliée à un pays extérieur. C'est pas possible. C'est pas envisageable. Les chefs d'État africains, la plupart du temps, ce sont les militaires. Ceux qui ont en main les destinées du Mali, du Burkina Faso, du Niger, de la Guinée et d'autres intellectuels africains veulent la fin du franc CFA. Je crois qu'il y a un franc européen. L'euro est bien là. Il y a le dollar. Et pourquoi ne pas créer une monnaie africaine, purement africaine? C'est la question que je pose, parce que justement, oui, parce que ça a des relents néocolonialistes, le franc CFA. Quel rôle aujourd'hui le franc CFA joue encore en Afrique? Est-ce que la banque, donc le franc CFA, c'est la Banque de France qui imprime la monnaie donc de l'Afrique de l'Ouest? Est-ce qu'aujourd'hui, du coup, la France garde un certain contrôle sur la monnaie africaine? Absolument. C'est pour cela que les chefs d'État, les militaires chefs d'État en Afrique aujourd'hui, se sont dressés contre le franc CFA. Et nous allons, je leur conseille, moi, d'aller vers la formation d'une monnaie africaine. Et pourtant, vous souhaitez que la France garde des relations diplomatiques avec il faut que la l'Afrique? France garde des relations diplomatiques, mais il faudrait que ces relations diplomatiques nouvelles soient totalement adaptées au mouvement général du monde. On ne peut pas conserver des relations incestueuses comme elles furent établies en 1960 dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est parce que les relations politiques entre la France et l'Afrique n'ont pas un label nouveau que nous avons perdu pied en Afrique. La Turquie nous est passée devant, le Brésil nous est passé devant, la Chine nous est passée devant, la Russie nous est passée devant, les États-Unis nous sont passés devant. On a perdu pied. À cela s'ajoutent les chefs d'État africains depuis Chirac. Chirac a été le dernier grand connaisseur de l'Afrique. Depuis Chirac, les chefs d'État français ignorent tout de l'Afrique. Même François Hollande qui s'est rendu au Mali. François Hollande, même Sarkozy. Vous savez combien j'affectionne Nicolas Sarkozy. Même lui n'a aucunement l'amour de l'Afrique en lui. Il cherche même pas à connaître, voyez. S'il avait un sentiment plus ou moins favorable à l'Afrique, il n'aurait jamais prononcé le discours de Dakar en 2007. Ce discours de Dakar, peut-être vous pouvez expliquer. C'est une faute majeure. Il va traîner ce boulet toute sa vie. Qu'est-ce qu'il a dit dans ce discours? Il a dit que l'Afrique n'était pas assez rentrée dans l'histoire, alors que les empires africains existaient depuis des siècles et des siècles et des siècles. La culture africaine, ça a fait mal aux Africains, ce discours. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. Ils le reprocheront toute leur vie, les Africains. Je vous dis, c'est une faute lourde qu'il a commise. Et souvent, on en parle, lui. Vous lui dites? Vous lui avez dit? Pourquoi voulez-vous que je lui dise pas? Je sais pas. Je pense être réputé pour mon franc-parler. Qu'est-ce qu'il vous dit alors? Il me dit, oui, mais tu comprends, c'est Henri Guénaud qui l'a écrit. Je dis, mais enfin, j'étais à côté de toi, Nicolas. Je suis à côté de toi. Plus africain que moi, il n'y a pas dans le monde politique français. Tu aurais pu me le dire, je suis avec toi. Je faisais partie de ce voyage. Il me dit, oui, mais tu comprends maintenant. Guénaud qui connaît l'Afrique comme moi, je connais le Tadjikistan ou l'Ouzbékistan ou je sais pas. C'est des pays que vous connaissez pas, pour la blague. Mais il connaît rien du tout, hein, Guénaud. S'il m'entend, il va pas être content de moi. Vous aimez bien? Ou pas du tout? Vous parlez pas? Je le saluais. Quand on se voit, on se salue sur les plateaux de télévision. Salut Henri, salut Robert. Mais il sait ce que je pense de lui, c'est tout. Et lui, ce qu'il pense de moi, je n'en ai rien à faire. Justement, on a parlé de la France-Afrique, du rapport que la France avait avec les dirigeants africains pour continuer à exploiter les ressources. Mais ce qu'on sait moins, c'est que les dirigeants africains
et c'est ce que vous racontez justement dans ce livre, aider au financement des partis politiques. Absolument. Et alors comment ça se passait? Parce que c'est aussi ce que vous racontez au début, votre père allait auprès de la communauté Libanaise. libanaise, chiite libanaise, pour collecter aussi de l'argent pour le financement politique, on va dire, Du parti du local. général de Gaulle, Exactement. du RPF, Et Rassemblement du peuple français. J'ai vu opérer mon père. C'est grâce à ce qu'il faisait que j'ai rencontré Jacques Foccart, que j'ai vu même en 1954 ou 55. J'étais gamin. J'ai accompagné mon père avec mon frère aîné Albert, autre grand africaniste, certainement plus doué que moi, mon frère aîné Albert. Mmh. Grâce à lui que j'ai vu pour la première fois un homme qui s'appelait Georges Pompidou en 1954-55. À l'époque, il était directeur de Rothschild. Il était venu à Dakar parce qu'il venait de Mauritanie où il avait mis au point des contrats sur les minerais de fer de Mauritanie et autres. C'est là que j'ai rencontré Monsieur Pompidou et tant d'autres collaborateurs du général. J'étais petit. Et j'ai retrouvé ces gens-là au cours de ma carrière universitaire. Et j'ai vu comment ça se faisait. Et en 1981, Jacques Chirac me demande, en présence de M. Foccart, il me dit « Robert, vous êtes professeur à la fac de droit d'Abidjan. Je sais par Jacques Foccart tout ce que votre père a fait pour le général de Gaulle, pour M. Pompidou. Et est-ce que vous pourriez intéresser vos compatriotes libanais de Côte d'Ivoire au financement de mon action politique ?» Je ne pouvais pas dire non. J'ai dit oui, spontanément. Et j'ai fait ce que j'ai décrit dans mon livre. Des Libanais collectaient tous les ans une centaine de millions de francs CFA, quand le franc CFA valait le double. Vous partiez d'Abidjan avec 100 millions CFA. En France, vous aviez 2 millions de nouveaux francs. Et je l'ai fait. Et ensuite, en 86, ça a été la collecte de l'argent venant des républiques africaines. Voilà. Et M. Chirac me le demandait, et je l'ai fait. J'ai accompagné les émissaires auprès de lui. Mais vous faites un regard comme si vous regrettez. Aujourd'hui, je le regrette. Mais je l'ai fait, attention, franchement, je ne me suis posé aucune question jusqu'à la fin des années 90. Quand il m'a demandé de faire appel au chef d'État africain pour financer sa campagne présidentielle de 2002 face à M. Jospin et face à M. Le Pen. Et déjà, je n'étais plus très chaud comme avant. Enfin, je l'ai fait. Les chefs d'État africains ont contribué fortement au financement de cela. À combien? Ouais. À hauteur de combien à peu près? J'ai dit 10 à 15 millions d'euros, de dollars. Franchement, je crois qu'il y en avait 3 ou 4 fois plus. Okay. Oui. Il faut que je le dise. Comment vous vous êtes rendu compte de ça? Mais parce que les chefs d'État envoyaient des émissaires. Les émissaires venaient à mon cabinet, me disaient, grand frère toujours, maintenant c'est papy maintenant. Et il me disait, voilà, le patron m'a chargé de remettre ça à M. Chirac ou à M. de Villepin. Je lui dis, combien y a-t-il dedans? Il me disait 2 millions, 3 millions de dollars, 2 millions, 3 millions d'euros. Et comme j'ai vu tout ce que j'ai conduit vers M. Chirac, c'est pour ça que je dis qu'on dépasse facilement les 30 millions. Facilement. Et en 2003, quand M. Chirac demandait aussi, vous voyez, faisait comprendre qu'il avait encore besoin d'argent, à telle enseigne que les chefs d'État africains me disaient, mais Robert, mais qu'est-ce qu'il fait de cet argent, Jacques? Qu'est-ce qu'il fait? Je lui ai dit, mais écoutez, posez-lui la question. Mais moi, je vais dire à M. de Villepin qu'il est temps d'arrêter. Et c'est vrai qu'en 2003, j'ai dit à Villepin, j'ai dit, Dominique, il faut arrêter. La campagne est terminée, il a été réélu, il faut arrêter. À quoi ça sert maintenant? Il n'est plus président du RPR, il n'est plus président... enfin, il a été élu. C'est son dernier mandat, qu'on arrête. Et la situation s'est retournée un peu avec De Villepin d'ailleurs, parce que De Villepin au départ voulait vous mettre les menottes, vous en rigolez dedans, et parce qu'il n'aimait pas vos méthodes. Vous êtes un marrant, vous. Ah bah j'ai lu c'est bien. J'aime bien le croustillant, lui. Voilà, que je vous raconte dans le détail. En 1993,
c'était la deuxième cohabitation en France. Édouard Balladur était le premier ministre du président Mitterrand. Et étant Premier ministre, l'envie lui est venue de concourir en 95 à la présidentielle. D'où le coup de poignard qu'il a mis dans le dos de Jacques Chirac. Les deux étant de droite, pour préciser. Les deux étant de droite. Les deux étant de droite. Et Villepin était le directeur de cabinet d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères de M. Balladur. Et un de mes amis journalistes d'investigation était venu me voir à mon cabinet et il vient me voir et me dit « Je passe te voir à ton cabinet. » Je dis « Ah bon ?» Il me dit « J'ai un détail croustillant. » Il me dit « J'étais chez Villepin au déjeuner. Il y avait Villepin et Maurice Gourdeau de Montagne, qui était le directeur adjoint du cabinet d'Alain Juppé, ministre des Affaires étrangères. Villepin, directeur de cabinet, Maurice Gourdeau de Montagne, directeur adjoint, et Philippe Martel, qui a poignardé Juppé à la fin, était chef de cabinet. Mais c'était le mal-aimé. C'était le mal-aimé. Juppé qui vous porte pas dans son cœur non plus. Oh oui, mais c'est pas grave. Mais on en reparlera peut-être après. Regardez comme je suis bien. Et il me dit, j'étais au déjeuner avec Villepin et Gourdeau de Montagne. Alors lui, il ne t'aime pas, hein, Robert. Je lui dis, ah bon. Il me dit, l'envie me prend de plus en plus de lui faire passer les bracelets. Les bracelets? Je lui dis, quel bracelet? Il dit, mais les menottes. Mais pourquoi? Il me dit, mais je vous le dirai un jour, dit-il au journaliste d'investigation. Seulement monsieur de Villepin ignorait tout ce que, dans l'ombre, faisait Robert Bourgi pour son patron, pour Jacques Chirac, à l'époque maire de Paris et président du RPR. Et lorsque Chirac est devenu président de la République en 1995, et quand pour la première fois j'ai vu Monsieur de Villepin en 1997, en mars 97, après les obsèques de Monsieur Faucard, Jacques Chirac était présent aux obsèques, m'avait dit, Robert, retrouvez-moi chez Villepin ce soir à 19h30. Je dis, moi, je ne le connais pas, Dominique, monsieur le Président. Il me dit, retrouvez-moi, il vous attend. C'est là que je vois pour la première fois Villepin, mais vis-à-vis, chair à chair. Et je le salue et tout. Là-dessus est arrivé monsieur Chirac. Et il me dit, je suis content que vous ayez fait connaissance, Robert, avec Dominique. D'ailleurs, Dominique prendra la place de monsieur Faucard maintenant dans vos relations avec l'Élysée. Et je lui dis, il n'y a pas de problème, monsieur le Président. Mais je vais vous raconter une chose. Il me dit, quoi? Et Villepin s'est bien à rire. Je lui dis, est-ce que vous savez que votre secrétaire général de l'Élysée voulait me passer les bracelets il y a quelques années? Ah bon? Et Dominique de lui dire, oui, monsieur le Président, j'ai eu cette parole malheureuse. J'ai tenu cette parole malheureuse à un journaliste d'investigation, du Monde d'ailleurs. Et je lui dis, voyez maintenant, vous me demandez de travailler avec lui, c'est ce que je vais faire. Mais les bracelets, je n'en ai pas eu, Dominique. Et vous n'allez pas me les passer maintenant, puisque c'est là que Chirac a dit, tout ce que vous faisiez dans l'ombre, voilà, maintenant, vous le faites avec Dominique. Il a dû accepter, du coup, de faire ce travail. Tout de suite. Tout de suite? Ça se refuse pas. Pourquoi? Ça se refuse pas. Investir de la confiance absolue du... Parce donc, que peu importe ce que le président nous dit de faire, ça ne se refuse pas? Écoutez, tout le personnel politique de la droite à laquelle j'ai appartenu ignorait tout de ce que je faisais dans l'ombre pour M. Chirac au point de vue financier et argent. Ignoré. À telle enseigne que Jacques Chirac m'avait dit, dès 81, quand il m'a nommé délégué national des clubs 89 pour tous les pays en développement, et ensuite chargé de mission du RPR pour les relations avec les pays d'Afrique au Sahara, au sud du Sahara, il m'avait dit, Robert, c'est moi et rien que moi. C'est Jacques Faucard et rien que Jacques Faucard. Le reste, vous ignorez. Je lui dis, mais enfin, monsieur le maire, je l'appelais monsieur le maire, mais enfin, je les vois aux réunions du RPR et tout.
Vous ne dites rien, Robert. Donc, ils vous voyaient, Ils doivent tout ignorer. mais ils ne savaient pas ce que vous faisiez. Qui? Bah, Ah les gens oui, du mais RPR. on ne va pas voir M. Chirac en tête-à-tête dans son bureau de maire de Paris ou dans son bureau de président du RPR rue de Lille, comme ça, par la grâce de Dieu. C'est qu'il flairait quelque chose, mais qu'il leur échappait complètement. Le seul à savoir, matériellement, ce qui me liait à Chirac, ça a été Villepin. Focard le savait depuis les origines. Mais Villepin, c'était Dominique est de 53. Moi, je suis de 45. 8 ans, c'est beaucoup. Quand on est beaucoup plus jeune, 8 ans, c'est une grande différence d'âge. Nicolas, lui, il est de 55. Nicolas. Fillon, Sarkozy. Et Fillon, lui, est de 54. Pour ça que je l'ai habillé, pour ensuite le déshabiller. Sur ce sujet-là, justement, ça a été quoi votre anecdote a posteriori? Vous dites, enfin la plus insolite, celle que vous dites, waouh, là j'ai vécu quelque chose d'assez improbable pendant cette période-là, justement, où vous occupiez des transferts financiers entre les dirigeants africains et. Je n'ai jamais transporté de mallette. Je le dis et le répète, je n'ai jamais transporté de mallette. On a créé cette légende. Ah, j'ai pas dit ça. Porteur de valises. J'ai accompagné les émissaires. Bon. Et ce qui est à raconter, mais vraiment jusqu'à ce que je perde la mémoire, c'est l'histoire des djembés. L'histoire des djembés, pour la campagne présidentielle de 2002, Jacques Chirac m'avait dit, une fois de plus, il faudrait quand même sensibiliser nos amis africains. J'ai encore besoin, cette campagne va coûter cher. Sensibiliser, ça voulait dire, il faut leur demander de l'argent. Oui, pas leur demander du tissu je sais pas, ou des mangues ou des papayes. Mais, et donc, donc je suis allé à Ouagadougou, au Burkina Faso, voir Blaise Compaoré. Nous étions devenus des amis par la suite, même plus des frères. Je lui dis, Blaise, le chef là, il a besoin de sous parce que Jospin a supprimé les fonds spéciaux, les fonds secrets. Jospin avait serré la vis. Il me dit, il n'y a pas de problème. C'est dur actuellement pour le Burkina Faso, mais je trouverai le moyen, je te préviendrai. Et quelques jours après, je rentre à Paris, bien entendu, et je reçois un appel de Blaise. Il me dit, je t'envoie Salif Diallo, son ministre d'État, l'homme politique le plus proche de lui, l'homme des secrets. Ce dernier arrive à Paris, me téléphone, et je vais le voir à son hôtel. Il me dit, tu as pris le rendez-vous avec le chef? Je lui dis oui. Tu as rendez-vous un dimanche à 19h avec le président et Villepin. Tout se passait dans le bureau de Villepin, pas dans le bureau de Chirac. Et je lui dis, tu as un rendez-vous à 19h et on portera les fonds. Et il me dit, on va passer dans... il avait une grande suite, on passe dans le salon. Et là, dans le salon, je vois 4 djembés debout. Je dis, mais il y a un orchestre burkinabé, je sais pas. J'ai pas été Qu'est-ce qui est averti. prévu Il me dit, non, ça, c'est pour le vieux. Comment? Le vieux, c'était qui? Chirac. Oui. Je dis, comment pour le vieux? Mais il n'attend pas les djembés, le président. Il me dit, non, l'argent est dedans. Je dis, les djembés? Il me dit, oui. C'était... les magistrats français s'intéressaient à l'argent venu d'Afrique, vous savez. C'était au moment de l'affaire Elf, l'Angola Gate, les biens mal acquis, tout ça, vous savez. Il y avait un fantasme qui était né. Il fallait être très prudent. Il n'y a pas de problème, mais 4 djembés dans la voiture de l'ambassadeur du Burkina, ça rentre pas, Salif. Il me dit, non, tu viendras avec ta voiture. Je lui dis, mais moi, je conduis pas. Je peux pas porter, moi. Il me dit, alors tu fais venir ton fils. J'ai un fils qui a aujourd'hui 51 ans. C'était en 2002. Costaud, Olivier. Et bel homme aussi. Et le dimanche, je viens avec ma voiture à l'hôtel de l'émissaire du Burkina. Il en met 2 dans le coffre de la voiture de l'ambassadeur du Burkina. Moi, j'en mets 2 dans le truc. Et on rentre dans la cour d'honneur. La cour d'honneur un dimanche après-midi. Cour d'honneur de l'Élysée. De l'Élysée, bien sûr, pas du zoo de Vincennes. De l'Élysée. Et les gendarmes étaient là, mais prévenus.
et qui me connaissait parce que j'étais un visiteur régulier du palais. Donc, on rentre les deux voitures. Il nous voit sortir, ouvrant les Il pose pas de coffres. questions. Non. Le gendarme ne Mais pose non. pas de questions. Le secrétaire du président avait donné les instructions. Mais ils me connaissaient. Et là, je me retourne vers eux. Ils étaient hilars, les gendarmes. Hilars. Je dis bien hilars. Et donc, on a posé les 4 djembés. Moi, j'ai dit, Salif, moi, je peux pas porter. J'ai été opéré. C'est vrai que je venais d'être opéré du dos. Et je dis, mon fils en portera un, mais 2, il peut pas. Alors, j'ai appelé la secrétaire de Villepin. Je lui ai dit, Nadine, il y a un problème. Il faudrait que vous veniez nous aider. Parce que c'est pas des mallettes, c'est autre chose que des mallettes, des djembés. Et je l'entends me dire, mais des djembés, qu'est-ce que vous dites, maître? Je lui dis, des djembés. Et alors, je lui dis, venez avec eux. Elle me dit, je viens avec monsieur. Je lui dis, oui, vous en porterez un. Villepin en porte un, le ministre d'État en porte un, et mon fils en porte un. Et voilà, Villepin, qui était plus puissant qu'un chef d'État à l'époque, Villepin, qui porte un djembé, la secrétaire porte un djembé, le ministre d'État un djembé, et mon fils en porte un. Et nous voilà allés. Faut se mettre devant le micro. Faut se mettre devant le micro. On se retrouve dans le bureau de Villepin. Et on a installé les quatre djembés entre nos 2 fauteuils et le fauteuil qu'attendait le président de la République. 4, vous voyez un peu, djembé, c'est haut comme ça. Et arrive Chirac, on se met debout. Respect, monsieur le président. Bonjour, Robert. Le ministre d'État, lui dit, monsieur le président, bonjour. Voilà, je vous apporte le témoignage de reconnaissance, d'amitié, de fidélité de mon président. Il dit, mais, monsieur le ministre d'État, qu'est-ce que je vais en faire des djembés? Et pardonnez-moi de rire. Non, mais Cette scène, mais là où a régné le général de Gaulle, je ne sais pas si vous imaginez un peu, et monsieur Pompidou, et Giscard, et Mitterrand. Et il dit, l'argent est dedans, monsieur le président. qui dit ça? Le ministre d'État. Moi, je ne parle pas. L'argent est dedans, parce qu'il faut être prudent, monsieur le président. Il dit, mais comment je vais faire ça? Il dit, mais il faut retourner le djembé, monsieur le président. Et il y a les cordes en bas, et Chirac de dire à Villepin, mais Dominique, vous êtes outillé pour ça? Il dit, oui, je crois, je vais appeler, aller au secrétariat. Villepin sort de son bureau, il revient avec des ciseaux. Et... Seigneur. Il y a quand même un ministre d'État étranger. Et nous sommes là où réside la France, l'Élysée. La France, pas simplement le président de la République française, c'est la France. Et j'ai assisté à ce spectacle, à nul autre, pareil que je voudrais jamais revivre, pour la dignité de mon pays. Et les 2 hommes retournent les 4 djembés, et Villepin de couper le cordage, de retourner le djembé, et l'argent dévale. Ils ont ouvert les 4 djembés. Il y avait donc une masse d'argent, de billets que du liquide. dans le bureau du président de la République. Du secrétaire général de l'Élysée. Mais enfin, il est là, le président. Le président, c'est la France, monsieur. On peut ne pas aimer Macron. Macron, c'est la France. On peut ne pas aimer Hollande. Hollande, c'est la France. On peut ne pas aimer Sarkozy. Sarkozy, c'est la France. Et demain, ça sera quelqu'un d'autre. Ou quelqu'une d'autre. Et là, on a vu un flot de billets de $5. 5. Et Chirac de dire, mais qu'est-ce que je vais faire de tous ces billets de $5, moi? Il faut les changer. Et alors là, j'ai vu le regard de l'hôte étranger. J'ai dit, monsieur le président, le ministre d'État voudrait retourner à l'ambassade. Je crois que j'ai fini ma mission. Nous allons rentrer. Et j'ai laissé monsieur Chirac et Villepin devant une petite montagne d'argent en espèces. Qu'est-ce que vous vous dites, vous, à ce moment-là? J'ai eu honte. Vous aviez honte? J'ai eu honte pour mon pays. Oui, monsieur. Parce que, quelque temps après, au cours d'une autre affaire, j'ai demandé à être interrogé par le pôle financier du tribunal
de grande instance de Paris. Et j'ai raconté l'histoire des djembés. Il y avait le doyen du pôle financier. Il dit, qu'est-ce que vous avez ressenti, maître? Je lui dis, vous savez, monsieur le doyen du pôle financier, monsieur le doyen, j'ai eu honte pour mon pays. Parce que tout le monde me sait gaulliste, plutôt gaullien que gaulliste. Et j'ai eu mal pour la maison du général. J'ai eu honte, vraiment, j'ai eu honte. Mais C'est une scène qui me fait rire, mais qui me fait rire de tristesse aussi. qui serait digne d'une comédie, on pourrait l'imaginer dans un film, une comédie. Mais c'est tragicomique. Ce qui est intéressant, c'est que vous dites que vous avez eu honte à ce moment-là. Est-ce que quand vous allez voir le président africain, que vous lui demandez de l'argent, déjà dès ce moment-là, quand il vous dit c'est difficile pour mon pays, pour le Burkina Faso actuellement, c'est difficile, est-ce que dès ce moment-là vous dites quand même, je viens d'une grande puissance, je demande un pays qui a des difficultés, je lui demande de l'argent? C'est pas moi qui ai demandé, je suis envoyé en mission. Mais c'est vous qui parlez avec le monsieur, monsieur, comprenez ma position. Je ne suis rien. Je suis un avocat. J'ai une carrière africaine universitaire. Il m'était difficile de dire non au président de la République. De dire non, mais j'ai fait savoir 1 ou 2 ans après la réélection de Chirac. C'est là que j'ai dit à Villepin, je lui ai dit ça suffit. Il faut arrêter. Il faut arrêter. J'ai même utilisé un autre terme. Je lui ai dit, Dominique, il faut arrêter de racketter les gens. Moi, je ne veux trouver quelqu'un d'autre, moi, je ne veux plus. Je lui ai dit, trouver quelqu'un d'autre, moi, je ne veux plus. Et quand il y a eu le scandale de 2005, entre lui et moi, au pavillon de musique de Matignon, j'ai été sauvé par Sarkozy, qui était candidat à la présidentielle. Et Sarkozy qui n'a pas fait appel à des présidents africains. Non, mais Sarkozy m'a dit, Robert, on t'a foutu un coup de pied au cul, les Chiraciens t'ont foutu un coup de pied au cul, comme à moi d'ailleurs. Une fois qu'ils se servent de nous, ils nous jettent. Eh bien là, tu es le bienvenu, il t'est mis à l'intérieur. Tu es le bienvenu, mais j'ai une chose à te dire. Je sais tout ce que ton père a fait pour le général, pour M. Pompidou. Je sais tout ce que tu fais depuis des années et des années pour Jacques Chirac, mais moi, je ne veux pas un sou venu des États africains. Je ne veux pas un sou. Et je le répéterai jusqu'à la fin de mes jours. C'est la phrase qu'il a prononcée. Je sais, vous allez venir, il y a le financement libyen qui arrive en janvier et tout. Je ne m'occupais pas de ces pays-là. Je ne m'occupais pas. Non, mais je sais que c'est le financement libyen, c'est quelque chose que vous connaissez pas forcément, mais non. Je n'allais pas forcément aller J'ai là-dessus. mon idée là-dessus. Qui est? Moi, je vais vous dire une chose, jeune homme. Excusez-moi de vous appeler jeune homme, mais vous l'êtes. Vous êtes plus jeune que mes enfants. Vous êtes de l'âge de mes petits-enfants. Et je suis Saïf el-Islam. Vous êtes d'accord? Je suis le fils de Muammar Kadhafi. Et mon père a été supplicié par une armée d'insurgés sous commandement des Nations Unies, mais à la tête de ce commandement des Nations Unies, il y a Sarkozy et David Cameron. Et je sais, on dit que mon père a financé la campagne de Sarkozy à hauteur de 50 millions de dollars. Vous êtes d'accord, c'est le fameux virement de 50 millions de dollars. Mais dites-moi, ça fait... Kadhafi est parti il y a plus de 10 ans. Qu'est-ce qu'il attend? Où est-ce qu'il est, le virement de 50 millions de dollars? Virez, jeune homme, 5 000 francs, 5 000 euros. Virez 2 000 euros, il y a un justificatif. 1 000 euros, il y a un justificatif. C'est ce que je fais en direction de mes enfants et mes petits-enfants. Bon. Et on parle de 50 millions de dollars. Les juges vont trancher. Ah non, c'est à eux de dire le droit et de prononcer la peine, si peine il y a. Mais moi, je suis Saïf el-Islam. Sarkozy dit qu'il n'a pas reçu de l'argent. Vous êtes d'accord? Il a supplicié mon père, ou fait supplicier mon père. Vous croyez que je vais me taire, moi? J'aurais sorti depuis longtemps le virement. La preuve du virement de 50 millions de dollars. Pour venger son père. Je l'aurais sorti depuis longtemps. Si ce virement existait, ça c'est mon analyse, attention,
C'est au juge, au magistrat de dire le droit. Attention. Mais j'ai le droit d'avoir une analyse. Mais qu'est-ce que j'attends pour sortir le virement? Qu'est-ce qu'il attend, Saïf el-Islam? Saïf el-Islam, qu'est-ce qu'il attend pour venger son père et sortir le virement de 50 millions de dollars? Donc pour vous, il n'y a pas eu de virement. Puisqu'il y a peu... C'est mon analyse. Votre analyse, c'est qu'il n'y a pas eu de virement. Parce que moi, je me mets à la place de Saïf el-Islam. Saïf el-Islam, toucher, monsieur, un cheveu de mes enfants et de mes petits-enfants, encore plus, vous entendrez parler de moi. Ah oui, j'ai pas du tout Alors là, prévu de- non, c'est une image, attention. Je sais bien. Je m'en abuse. Moi, Mais je sais que Sarkozy n'a jamais reçu un sou des États africains, un sou. justement, pour parler de Nicolas Sarkozy, ce qui est intéressant aussi dans votre bouquin, vous racontez la première fois où vous l'avez rencontré, et vous dites que vous avez anticipé qu'il deviendrait président. Vous êtes dit, lui, il va devenir président. Comment on... Non. Est-ce que vous le dites a posteriori? Non. C'est ce que vous J'ai dites. fait la connaissance. Non. Je vois à quel passage de mes mémoires vous faites allusion. J'ai fait la connaissance de Sarkozy en 82. C'était l'homme qui montait au RPR et moi je venais d'être nommé chargé de mission du RPR, mais pour toute l'Afrique. Et j'étais en poste à Abidjan, je reçois un message de la secrétaire particulière de M. Chirac, président du RPR. Le président du RPR, qui s'appelle Jacques Chirac, c'est pas Éric Ciotti. Attention, c'est pas... je ne sais même pas qui est le patron des... J'ai un trou Je ne aussi, sais sais même plus. pas qui est le patron des Républicains. Parce que le Comme RPR, il faut expliquer, il y a eu le RPR, l'UMP, puis maintenant les Républicains, donc Oui. c'est la droite Je ne sais même pas française. qui est le patron des Républicains. Vous vous rendez compte? Moi qui ai milité 50 ans. Enfin, je suis orphelin de Sarkozy depuis son départ. Mais on a eu une réunion au siège du RPR, dont le président était Chirac, en même temps maire de Paris. On avait rendez-vous un jour à 16h. 16h. J'étais en poste à Abidjan, je suis arrivé, je suis allé déjeuner, je suis venu un peu plus tôt que 16h à la réunion. Et je monte à l'étage présidentiel du 123 rue de Lille, de M. Chirac. La secrétaire savait que j'étais un ami de M. Chirac. Elle me dit, assieds-toi là, M. Chirac n'est pas arrivé, il va arriver dans une demi-heure, mais assieds-toi là. Et j'entends quelqu'un parler, et la voix venait du bureau du président du RPR. Et je dis, mais tu es sûr que M. Chirac n'est pas là? Elle me dit, mais il serait passé par là, il ne peut pas passer par... Elle me dit, non, c'est Nicolas Sarkozy qui est dans le bureau. Je dis, qu'est-ce qu'il fait dans le bureau de M. Chirac? Elle me dit, c'est Sarkozy. Et qu'est-ce que je me lève, toc à la porte. Entrez. Je rentre. Il était assis dans le bureau du président. Sur le Le fauteuil. président du RPR, c'est une chose. Dans le bureau de Chirac, attention, Chirac, c'était pas n'importe qui. Dans le bureau de Chirac, mais dans le fauteuil, derrière le bureau. Je dis, mais Nicolas, qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, un jour, je serai président. Comme ça, il dit ça. Ah oui. Je lui dis, oui, pourquoi pas? Je lui dis, mais t'es gonflé. Hein. Il me dit, oui. Et même si M. Chirac me trouve là, il me dira rien. Mais dans votre livre, vous êtes plus certain. Vous lui dites que tu le seras, pas tout de suite, sois patient, vous dites quelque chose comme ça. Je lui dis, ça ne m'étonnerait pas. Tu le dis, ça ne m'étonnerait pas. Mais je lui ai dit ce que je n'ai pas mis dans le livre. Je lui ai dit, t'es gonflé, Nicolas. Je lui ai dit, quand même, t'es gonflé. Être assis dans le bureau, ça va. Mais dans le fauteuil du président du RPR, qui s'appelle M. Chirac, pas Ciotti, hein, attention, M. Chirac. Et bon, enfin voilà. Et, il y a quelque chose en lui, je vous assure. C'est ça que vous avez ressenti, c'est oui. quelque chose. Il a différent. toujours dégagé. Il s'est toujours dégagé de cet homme une sorte d'aura, mais c'est vrai ce que je vous dis. Une ambition, mais ça déborde, vous voyez, ça déborde. Moi, vous savez, j'ai des repères. J'ai fréquenté tellement de grands hommes. J'étais membre du premier cercle de Nicolas Sarkozy. Avant l'arrivée de Nicolas Sarkozy, après qu'il ait quitté l'Élysée, attention, après qu'il ait quitté l'Élysée, il était patron. Et il y avait ce qu'on appelle le premier cercle. J'étais membre du premier cercle. Et il y avait
le bruit vous savez, comme les étudiants dans une salle de classe avant l'arrivée du maître ou du professeur, quoi. Dès que Sarkozy rentrait, un silence sépulcral. Tout le monde s'écrasait. Oui. Ça, cet homme impose le respect. On en retrouve aujourd'hui Ah d'autres oui. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres personnalités politiques qui imposent autant le respect que Nicolas Sarkozy, comme vous le dites? Ça n'existe plus. Chez nous, ça n'existe plus. Non, moi je le dis objectivement, il n'y a plus de Sarkozy. Ça a été le dernier. Je n'en vois pas, je les connais tous. Il y en a un, pas plus d'un. Je vous assure, c'est pas parce qu'il est Premier ministre. C'est Michel Barnier, que j'ai connu quand je militais. Il était là, il faisait partie des cadres à l'époque, même des trentenaires. Et je me rappelle, un jour j'étais dans le bureau de Chirac, président de la République, et Michel Barnier était dans la salle d'attente, je l'ai salué et tout, il était ministre de Chirac. Et l'huissier me dit, vous êtes attendu par le président. Donc, je rentre et il discute avec M. Chirac, et à la fin de l'entretien, il me dit, il y a quelqu'un qui attend? Je lui dis, il y a Michel Barnier qui est là. Vous le connaissiez, Robert? Je lui dis, oui, je l'ai connu quand on militait au grand mess du RPR. Il me dit, c'est un homme très bien, Robert. C'est un homme que je respecte, c'est un homme que j'estime, et c'est un homme que j'affectionne. J'ai une mémoire, on dit de moi que je suis hypermnésique. Je me souviens. C'est un homme que je respecte, c'est un homme que j'estime, et c'est un homme que j'affectionne. Et aujourd'hui, je ne vois d'autre que Michel Barnier. Et s'il devait y avoir une candidature unique en 2027, j'invite les quinquas et les sexagénaires de la droite à s'unir derrière Michel Barnier. Franchement, c'est le seul. À droite, vous parlez de la droite. À gauche, de la droite. Dites-moi, à gauche, excusez-moi, ils ont eu un extraterrestre qui s'appelle Mitterrand, mais alors un extraterrestre, et qui dominait Chirac de combien de, je sais pas, plus charismatique que Jacques Chirac. Ah oui. Moi, j'ai été conseiller politique du ministre de la Coopération. Donc, j'assistais au sommet France-Afrique. Et Mitterrand était président de la République. Chirac était Premier ministre. J'étais derrière avec le ministre de la Coopération. Quand Mitterrand rentrait, attention, le silence des 40 chefs d'État africains. Silence sépulcral. Et je revois cette scène où Mitterrand a ouvert donc la réunion du sommet franco-africain. C'était une grand-messe, attention. Et je le revois encore se tournant vers Jacques Chirac, qui était son Premier ministre. Que pensez-vous, Monsieur le Premier ministre? Vous savez, que pensez-vous, Monsieur le Premier ministre? Et Jacques Chirac, comme un pénitent, Monsieur le Président, ça c'est signé. Ça c'est signé l'extraterrestre. Et depuis Mitterrand, il y a eu un homme à gauche, vraiment, qui avait quelque chose, c'est Jacques Delors. Jacques Delors imposait le respect. Il ne cherchait pas à l'imposer, il imposait le respect. Je me suis retrouvé une fois à un restaurant où il y avait M. Delors, et j'étais avec un ami avocat de gauche. Il est allé le saluer respectueusement. C'était après la renonciation de Delors à la présidentielle. Il m'a dit, viens, j'ai dit à M. Delors que tu étais. Je suis allé le saluer respectueusement. Ben, il se dégageait de ce M. Delors quelque chose que je n'ai plus retrouvé à gauche depuis Mitterrand. C'est important, le charisme. Ça s'appelle le charisme. Justement, sur François Mitterrand et même Jacques Chirac, il y a quelque chose qui m'a intéressé dans votre livre, je ne l'ai pas vu, on en est parlé ailleurs, c'est leur rapport aux forces occultes. Vous racontez une scène assez incroyable de Jacques Chirac, il y a un marabout qui vient voir Jacques Chirac, qui lui prend les mains, lui fait des prières, vous reconnaissez des passages du Coran. Ah oui. Et Jacques Chirac dit au président africain qui lui a envoyé le marabout, si ça marche, je t'appellerai, je te remercierai. Il y a eu deux scènes. Une en 88, Jacques Chirac était candidat, Premier ministre de Mitterrand, mais candidat
aux élections de mai 88, et Bongo lui avait envoyé un marabout que j'avais installé, moi, personnellement, dans un hôtel près de la place Beauvau. Cet hôtel existe toujours, d'ailleurs. Et je l'ai conduit à M. Chirac. Ils ont fait connaissance. L'homme l'a interrogé, le vieil homme l'a interrogé, et tout, et tout, et tout. Il lui a dit, mon fils, je vais faire le khalwa. Le khalwa, c'est une élévation mystique où le marabout, un saint homme, attention, c'est pas le marabout du métro hein, qui vous donne qui vous guérit du cancer et de toutes les maladies. Chagrin d'amour, Oui. le billet de l'auto, le numéro de l'auto. Hein, bon. Et j'ai reconduit, après l'entretien avec le candidat Chirac, j'ai reconduit le marabout à son hôtel pour faire le khalwa. Le khalwa, on le fait le jeudi soir, la veille du vendredi. C'est le jour sacré pour les musulmans, le vendredi. Le khalwa où il est seul. Et c'est l'élévation mystique. Et le lendemain, donc vendredi soir, avec le marabout et Jacques Foccart, nous allons voir M. Chirac à la mairie de Paris. Il était Premier ministre, mais il nous recevait le soir à son bureau de maire de Paris. Et le gars lui dit, M. Chirac lui dit, alors papa, qu'est-ce que ça a donné les prières cette nuit? Il dit, ah mon fils, tu vas perdre. Il dit, comment je vais perdre? Je lui ai dit, tu vas perdre. Tu vas perdre, c'est le président qui va passer, M. Mitterrand va passer, mais toi tu vas perdre. Et Jacques Chirac d'interpeller M. Foccart qui était présent, il lui dit ceci, Jacques, mais vous entendez ce qu'il dit? Il dit, oui, j'entends. Mais vous y croyez? Il dit, vous savez, monsieur Jacques, les sondages de M. Pasqua, qui était ministre de l'Intérieur, j'ai toujours observé beaucoup de réserves vis-à-vis de sondages que vous donne Jean Pasqua. Moi, je pense que vous allez perdre. Jacques Chirac a perdu. Et en 95, le même président Bongo envoie le même homme, le même marabout, même accueil, je l'installe et on va. Il lui dit, alors papa, cette fois-ci, il dit, mon fils, tu vas gagner. Il dit, mais papa, je suis à 14%. Rappelez-vous, Balladur caracolait en tête, à telle enseigne que Nicolas Sarkozy, qui était le ministre du budget de Balladur, avait dit le candidat Balladur va être élu au premier tour. Or, il a été battu. Et il lui dit non, tu vas gagner. Moi, je ne sais pas 14%, je ne connais pas tout ça, mon fils. Mais je sais que la prière m'a dit que tu allais gagner. Alors, il me regarde, je lui dis, monsieur le maire, moi, je crois dans ce qu'il dit. Rappelez-vous, en 88, il vous a dit que vous alliez perdre. Là, il vous dit que vous allez gagner. Moi, je pense que vous allez gagner. Mais Robert, je suis à 14%. Monsieur le maire, vous allez gagner. Je sais. Alors, il dit à Foccart, il dit, Jacques, et vous? Il dit, moi, je crois ce que vous dit le marabout, Jacques. Vous allez gagner. Je lui dis, à ce moment-là, monsieur le maire, une fois élu, le premier coup de fil, monsieur le maire, ça sera pour Omar Bongo. Il a été élu à la surprise générale et le premier coup de fil qu'a donné le président élu, ça a été pour Omar Bongo. Ça, c'est des scènes que je ne peux pas oublier, je les ai vécues. Ma vie a été passionnante. Passionnante. Je vois ça, oui, non, mais c'est pour ça que je vous pose des questions. Moi, il y a une question qui me vient aussi, c'est est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment, quand vous avez reçu l'argent des présidents, parce que les présidents français, les dirigeants français vous demandaient d'aller chercher l'argent en Afrique, est-ce que vous n'avez pas eu le sentiment à certains moments d'avoir trahi des présidents africains en tant que représentant de la France? Je pense notamment à l'épisode avec Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, quand il l'aide pour la campagne en 2002, si je dis pas de bêtises, et a posteriori, la France, là cette fois-ci c'était Nicolas Sarkozy en tant que président, ne lui apporte aucune aide dans le cadre de l'élection présidentielle qu'il a. Alors, le Conseil constitutionnel de Côte d'Ivoire disait qu'il avait gagné, un autre conseil indépendant disait qu'il avait perdu, et la France là ne l'aide pas à ce moment-là. Est-ce que vous avez le sentiment justement de l'avoir trahi? La question m'a été posée par mon ami de France 24, Perelman.
Marc Perelman m'a posé à peu près la même question que vous. Je lui ai dit que je me suis senti complice d'une trahison. Mais je n'ai rien pu faire. Je n'ai rien pu faire. Tout ce que je pouvais faire pour Laurent Gbagbo, je l'ai fait. Je l'ai conduit à Sarkozy à New York. Je l'ai conduit à Sarkozy à Lisbonne. J'ai tout fait pour lui, du temps de Sarkozy. Mais le complot avait commencé déjà du temps de Jacques Chirac et de Villepin. Le complot contre lui, Contre Gbagbo. fomenté en France? Ah oui. J'ai lutté contre eux. Il y avait en face de moi, monsieur, des forces obscures qui me dépassaient de beaucoup. C'est Le quoi, des lobby forces du obscures? café, le lobby du cacao, mais lobby mondial du lobby café, cacao, les institutions financières internationales, la Banque mondiale, le FMI. Ils ne voulaient pas de Gbagbo. Et je n'ai rien pu faire. Complice, je l'ai été. Mais, je me rappelle qu'à la veille du sommet de Marcoussis, la réunion de Marcoussis, du temps de Chirac, j'avais prévenu Laurent Gbagbo. Je lui ai dit, ne viens pas à Marcoussis. C'est un traquenard qui t'attend. Le piège va se refermer sur toi. Envoie-les paître tous. Il ne m'a pas écouté. Comptant sur son courage, il est venu au sommet de Marcoussis et c'est là qu'on a voulu le transformer en reine d'Angleterre. Qu'est-ce qui s'est passé à Marcoussis? On l'a obligé à constituer un gouvernement, à se dépouiller de la plupart de ses attributions présidentielles. Et la France a appuyé Compaoré dans son projet de déstabilisation et du renversement de Laurent Gbagbo. Parce que tous les rebelles, conduits par Guillaume Soro, étaient entraînés au Burkina Faso, partaient du Burkina Faso. Et à un moment donné, il y avait présence française à Bouaké. Et les autorités françaises de l'époque, Jacques Chirac et Villepin, surtout Jacques Chirac, avaient demandé aux militaires français qui étaient au milieu du pays de laisser passer les rebelles. Voyez. Et Laurent Gbagbo n'a rien pu faire. Mais je l'ai défendu, franchement. J'ai pas réussi, mais je l'ai défendu jusqu'au dernier jour, puisque j'ai dit à Sarkozy, dans son bureau, j'ai dit, Nicolas, s'il te plaît, le Conseil constitutionnel, qui chez nous sacralise et sanctifie le président élu, a déclaré que Gbagbo était élu. Il me dit, non, mais la CENI dit que c'est Ouattara. Je dis, mais la CENI n'est rien, c'est le Conseil constitutionnel qui a dit. Il a dit non. Je lui dis, il n'accepte pas tout ce que tu l'as voulu proposer. Professeur, 30 millions de CFA par mois, il n'en veut pas. Et à ce moment-là, il a bondi de son fauteuil et il a prononcé cette phrase atomique. Je vais le vitrifier. Oui. Et c'est ce qu'il fit 2 jours ou 3 jours après. Hélas pour Laurent Gbagbo. Vous qui étiez proche des présidents africains, est-ce que vous discutiez avec eux de leur peuple qui dirigeait? Est-ce que la pauvreté de certaines personnes qui vivaient justement dans ces pays-là, ça affectait ces présidents-là? Est-ce qu'ils œuvraient pour leur peuple ou ils étaient très peu concernés en réalité? Moi, j'ai une chose à vous dire. Très souvent, je disais à Sassou Nguesso, je disais à Omar Bongo, vu ma proximité avec eux, mais les liens que j'avais avec eux, vous savez, l'amitié exige la vérité. Souvenez-vous de ce que je vais vous dire, notez-le bien. Bongo m'a dit ceci un jour, Omar Bongo. Il m'a dit, fiston, comme il m'appelait, ma mère nous a appris une chose, mémorise-la bien. Je dis quoi, papa? Dis toujours la vérité à un ami, car du jour où tu la lui caches, c'est que déjà, quelque part, tu commences à le trahir. J'ai toujours dit la vérité au chef d'État. Je leur ai dit à Sassou,
Je l'appelais Denis. Je dis, Denis, il n'y a pas d'hôpitaux dans ton pays. Il n'y a pas de route, il n'y a rien. Je suis allé faire un tour à l'université, en ville. Il n'y a rien. Il n'y a pas de banc, il n'y a pas de vitres, il y a rien. Tu perds ton temps, chef. Il m'appelait chef, Sassou. Il m'a toujours appelé chef. Mais tu perds ton temps, chef. J'ai dit la même chose au président Bongo. Je leur disais, mais je dois l'avouer, je n'ai jamais agi dans le sens d'utiliser cet argent pour faire autre chose, de penser à leur pays. Je n'ai jamais agi, mais j'en ai pris conscience sur la fin. Mais je dois avouer, humblement, que je n'ai pas fait ce que j'aurais dû faire. C'est pour ça que vous avez écrit ce livre et que vous racontez tout ce qui s'est passé? Je raconte tout. C'est pour vous confesser, pour... Sorte de confession ou sorte aussi de, de soins affectifs que je me donne. Ça fait du bien de raconter ce qu'on a. Il faut pas garder. C'est comme si vous alliez chez le psychanalyste. Il faut tout lui raconter au psychanalyste. Moi, j'ai fait ma confession psychanalytique. Est-ce que la France, ce sera ma dernière question, est-ce que la France et l'Afrique aujourd'hui peuvent rester amis et garder de bonnes relations ou c'est terminé? Je le souhaite. Je le souhaite ardemment. Si je puis faire quelque chose, je le ferai, mais à mon âge, c'est trop tard. Mais je demande à ceux qui nous dirigent en France de s'adapter au mouvement général du monde et de ne plus s'attacher aux chefs d'État qui gouvernent leur pays de manière autocratique, quasi dictatoriale, voyez, et d'essayer d'user de leur influence pour les amener à ne pas rester éternellement au pouvoir et surtout de s'appuyer sur la jeunesse. Parce que la jeunesse en Afrique, c'est 65 à 70% des populations. Et c'est la jeunesse qui est dépositaire de l'avenir de ces pays. C'est en elle que se trouvent les ressources intellectuelles, les ressources matérielles, l'intelligence naturelle et économique et scientifique. Il faut aussi que les richesses, les matières premières qui sont exploitées par les grandes puissances, moi ce qui m'intéresse c'est exploitées par la France, ces ressources naturelles soient transformées en Afrique. C'est-à-dire que ce soit des entreprises africaines qui gèrent l'exploitation? Exactement. Et ça aide, d'abord, c'est le plein emploi. Deux, les consortiums français c'est dans l'intérêt de la France. apprennent aux populations africaines à maîtriser la transformation. C'est ça qu'il faut. Comme je vous assure que si cela se faisait, il y aurait moins d'immigration sauvage. Il y aurait moins. Les Africains sont plus heureux chez eux. Sont plus heureux, mais à condition qu'on les forme. On les forme pas. On prend le pétrole, on prend le cacao, on prend le café, on prend les matières premières et on l'exporte en France. Non. Je dis non. Il faut initier, instruire les populations africaines. C'est à la France de le faire? Mais bien sûr, c'est la France qui exploite ces richesses. Elle en profite, mais elle en fait profiter aussi les États. C'est ça, la solution de l'avenir. Est-ce que nos dirigeants vont entendre cet appel? Mais on a intérêt à le faire et c'est une forme... Vous voyez, si on le faisait, ça serait se faire pardonner un certain passé, qui a été un passé que je qualifierais, que l'on me pardonne cette expression, de criminel. Ce que l'on a fait pendant 50 ans, ça ne devait pas être fait. Merci beaucoup, Robert Bourgi. C'est moi qui vous remercie. Et ça m'a fait plaisir de m'adresser à des jeunes.